Les choses à éviter, c'est d'avoir la grosse tête quand on se lance, de grandir avant son entreprise au lieu de grandir avec son entreprise et de ne pas prendre des choses inutiles, futiles et inutiles comme l'objectif de ce parcours entrepreneurial. Vous ne créez pas une entreprise parce que vous avez envie de rouler dans des bolides ou de descendre dans des palaces. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 bolides dans leur garage mais qui n'ont pas d'entreprise. Et souvent, ils sont dans des choses illicites. Il y a des gens qui font ça et on voit leur rythme de vie. Sauf que je n'ai vu aucune de ces personnes durer sur 20, 30, 40 ans. Tout d'un coup, on voit quelqu'un, surtout en Afrique, ça c'est très courant. Tout le monde parle de lui. Il dit il a toutes les belles voitures du monde. Il est tous les week-ends en business class, aller à Dubaï ou je ne sais pas où. Et puis au bout de quelques temps, on dit mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Parce qu'il n'a pas bâti quelque chose de pérenne. Travailler, gagner votre vie honnêtement en fonction de ce que vous avez bâti, en fonction de comment vos revenus viennent. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, vous allez être comme ces gens-là. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre podcast avec Moussadek Bali. J'espère que vous avez apprécié la première, qu'elle vous a énormément édifié sur son parcours. Nous allons maintenant parler d'argent, de cash. Parce qu'il s'agit là de quelqu'un qui est quand même une grosse fortune africaine et pourtant qui est d'une humilité rarissime à ce niveau-là. Vous allez donc certainement repartir de cette émission en ayant beaucoup appris. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce qui vous aura le plus marqué de tout ce que vous aurez appris ici. Désormais, je donne la possibilité de pouvoir poser des questions aux invités que j'ai dans les podcasts. Mais pour cela, il faut rejoindre la communauté de membres. Parce que dans la communauté de membres, nous faisons des lives exclusifs dans lesquels vous avez la possibilité de discuter et de poser vos questions à des experts dans leur domaine pour qu'ils puissent vous répondre. Pendant ce podcast, c'est moi qui pose les questions. Mais si vous voulez lui poser aussi vos questions, rendez-vous dans la communauté de membres, la communauté dans laquelle je vous livre sans aucun frein des coulisses du business telles que vous ne les trouverez pas sur Internet. Si vous ne l'avez donc pas encore fait, rejoignez-nous dans la communauté de membres. Vous avez un bouton juste en dessous sur YouTube pour le faire. Posez-vous donc si ce n'est pas encore le cas pour ne rien manquer du tout de ce qui arrive. Let's go! On a parlé tout à l'heure des hôtels qui, plus il y en aura, mieux ce sera pour la compétitivité. Mais qu'en est-il des résidences meublées ? J'ai l'impression quand même qu'il y en a beaucoup, de plus en plus. C'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir, mais qui aujourd'hui est quand même de plus en plus présent. En tant qu'hôtelier, est-ce qu'on commence à ressentir cette concurrence indirecte ou alors c'est vraiment des business models totalement différents ? Non. D'abord, Philippe, quand on est un entrepreneur dans le secteur privé, il faut accepter la compétition. Parce que c'est avec la compétition qu'on s'améliore et aussi c'est avec la compétition qu'on développe un marché. J'ai donné l'exemple l'autre jour de quand j'ai commencé à travailler, j'avais le téléphone à calandre. On appelait une opératrice au PTT, Poste Télécommunication Télégraphe. J'ai dit, je veux mon fournisseur de riz à Paris. Elle m'appelle le fournisseur de riz. Elle m'appelle et puis je parle. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Entre-temps, tous nos pays ont libéralisé les télécoms. Donc aujourd'hui, c'est que des sociétés privées. Mais aujourd'hui, un téléphone, c'est... Les jeunes d'aujourd'hui pensent que c'est quelque chose de naturel, alors que moi, ma génération, on n'a pas connu ça. Chez moi, au Mali, il y a 40 millions de puces. On est 22 millions et chacun a 2 puces. Donc, moi, je dis un entrepreneur dans le secteur privé doit accepter la compétition. Maintenant, chaque industrie évolue. On a l'effet Airbnb, d'accord, qui est là. Quand Airbnb est venu, on pensait que l'industrie de l'hôtellerie allait disparaître. Comme on a pensé que l'industrie du papier allait disparaître quand il y a eu les ordinateurs, mais l'industrie du papier est toujours là. En réalité, Philippe, il y a une offre pour chaque demande. Il y a des gens qui n'iront jamais dans un appartement meublé ou dans un Airbnb parce que ça ne correspond pas à leurs besoins. Ils viennent, c'est tous les voyageurs d'affaires. Moi qui te parle, j'ai encore jamais essayé un Airbnb. Ah oui? Jamais. Simplement parce que quand je voyage pour mes affaires, en général, je viens pour 2-3 jours. J'ai besoin d'un hôtel, commodité, tout, et je ne veux pas me casser la tête. Par contre, il y en a qui, aujourd'hui, effectivement, ne vont que dans des appartements meublés. Il faut tenir compte de cela et il faut réajuster
son offre. Par exemple, nous, dans nos hôtels maintenant, on a les nouveaux hôtels qu'on construit, on fait une aile ou même un étage où on met ce qu'on appelle le extended stay, donc des longs séjours, parce qu'on a une demande, des gens qui disent « j'aime bien votre hôtel, sauf que je dois rester 3 mois. C'est un peu embêtant de rester 3 mois dans une chambre. Par contre, si vous avez un studio ou un appartement, une chambre, un salon, je le prends tout de suite. » Donc, oui. Dans toutes nos nouvelles constructions, on va donner cette offre. On va mettre un nombre limité de chambres où on va faire un studio ou un appartement et une chambre. Et comme ça, on va pouvoir attirer ceux qui vont dans les appartements meublés. Donc, un entrepreneur doit... je sais que tu es dans ce domaine, donc tu connais bien. Donc, un entrepreneur doit s'adapter à l'évolution. Rien n'est figé dans la vie. Les industries bougent, les habitudes des clients bougent et l'entrepreneur doit s'adapter à ça. Donc, les appartements meublés, Airbnb, ont leur place. Les hôtels ont leur place. La preuve, les taxis aussi avec Uber. VTC, oui. Les VTC, donc on pensait que là aussi... les taxis allaient mourir, mais il y a toujours des taxis. Bon, il y a eu quelques confrontations, mais les taxis sont toujours là parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise à commander un taxi que de commander un VTC et ça va être comme ça, à mon avis. Je ne vois pas réellement une nouvelle demande que ceux qui sont déjà là ne peuvent pas satisfaire. Très bien. Dernière partie, rapidement, pour sortir. On va parler un peu d'argent, quand même. Ah, quand même. Oui, parce que sinon, c'est vrai que les autres sujets étaient tellement intéressants que ça a pris la grande partie du podcast. Mais pour toi, que représente l'argent? Un outil, un moyen, pas une finalité. Je dis ça aux jeunes. Ce n'est pas du tout une finalité. D'ailleurs, si vous en faites une finalité, vous avez de fortes chances de ne pas en avoir. Très forte chance de ne pas en avoir. Ce n'est qu'un moyen, un outil d'accomplir certaines choses le peu de temps qu'on est sur cette terre. Quand on a travaillé et qu'on a, disons, un revenu supplémentaire à ce dont on a besoin pour vivre, on l'utilise pour aider, on l'utilise pour investir, donc augmenter son patrimoine. Mais ce n'est nullement une fin en soi, nullement une destination. Pour moi, ce n'est qu'un moyen, un outil. Est-ce que tu te considères comme riche dans le contexte africain? Alors, je me considère riche sur le plan éducationnel, sur l'éducation que j'ai reçue, la vieille école africaine, les valeurs, les principes. J'ai été éduqué à la dure par mes parents et je m'incline devant leur mémoire. Ils m'ont donné une excellente éducation à la maison. Je remercie mon pays, le Mali, qui m'a donné une excellente formation à l'école, publique, gratuite, laïque. Et puis toute ma société, tout l'environnement qui m'a inculqué ces valeurs ancestrales africaines. Maintenant, parlant de richesse matérielle, si c'est me comparer à beaucoup d'Africains, oui, je peux dire que je suis à l'aise parce que j'ai une vie, somme toute, très confortable. Quand je vois que la moyenne des Africains ou l'écrasante majorité des Africains vit avec $2, $3, suivant les statistiques de la Banque mondiale. Et moi, je suis largement au-dessus de ça. J'ai travaillé suffisamment dur pour pouvoir aussi envoyer mes enfants à l'école. Et donc, oui, je suis matériellement aussi largement au-dessus de la moyenne. Et et je remercie le bon Dieu pour cela et grâce à mes 4 décennies de travail. Mais ce n'est pas pour moi ce qui est le plus important. Chez moi, souvent, je vois des articles où ils disent les 10 hommes les plus riches du Mali, je vois mon nom. C'est des choses qui n'ont aucun intérêt pour moi parce que vous pouvez avoir 100 milliards de dollars de richesse personnelle et n'avoir aucun impact social, aucun impact économique. Juste, vous avez de l'argent et vous dépensez cet argent. Et vous pouvez avoir beaucoup moins et avoir cet impact social, économique. Donc voilà, il faut définir c'est quoi être riche. Pour moi, c'est
C'est pas accumuler des biens matériels que dans tous les cas, on va laisser. Comme quelqu'un l'a dit, on vient nu et on part nu. Alors, toi, tu l'as dit, hein, on peut considérer que tu es peut-être un privilégié, j'en sais rien, mais un jeune qui nous écoute là maintenant et qui a envie de réussir sa vie financièrement, qui veut vraiment, il a faim, il veut gagner beaucoup d'argent, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas faire? Il doit faire son introspection pour savoir dans quelle voie il veut se lancer. Est-ce qu'il est risk averse? C'est-à-dire, est-ce que voilà, il n'aime pas prendre des risques? Auquel cas, s'il est allé à l'école, il a une formation, il trouve un bon job qui lui permet d'avoir une vie décente et nourrir sa famille. Ou alors, s'il est un peu plus enclin à prendre des risques, en ce moment, il a une fibre entrepreneuriale, il peut se dire, OK, au lieu d'être un salarié, même si avec les salaires, on peut aussi bâtir un patrimoine. Il y a beaucoup de salariés qui bâtissent un patrimoine, mais il peut créer une entreprise, avoir plus d'impact. Donc, par exemple, quand on a fait le panel pendant ton événement, je prends l'exemple d'un salarié qui a travaillé, qui a mis de côté 100 000 euros, d'accord? Mais il est locataire. Donc, avec sa famille, il vit dans un appartement et il paye un loyer tous les mois. Et il y a un programme immobilier juste à côté. On vend un appartement à 100 000 euros et lui, il a une économie, une épargne de 100 000 euros. Il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de celui qui veut rester dans sa zone de confort, qui ne veut pas prendre des risques. Il prend ses 100 000 euros, il va acheter un appartement. Il n'est plus locataire. Donc, il ne paye plus un loyer mensuel. Il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Comme c'est que tu es. Bon, toi, tu as évolué maintenant. Donc, ou alors, il y a un autre qui peut-être a un peu plus faim, comme tu l'as dit, qui a faim, qui a envie de bâtir un patrimoine, peut-être, entre guillemets, gagner, avoir des biens matériels, avoir de l'argent. Je dis, OK, moi, j'ai une épargne de 100 000 euros. Il y a ce programme immobilier. Je vais acheter 2 appartements. 100 000 plus 100 000, ça fait 200 000. J'achète 2. Je vais voir mon banquier, je dis, j'achète 2 appartements, je dépose 100 000 et vous me prêtez 100 000. Quand l'appartement les 2 appartements sont livrés, je vais habiter dans un appartement avec ma famille, donc j'arrête de payer des loyers et je loue l'autre. Et l'autre va me rapporter des revenus locatifs qui vont rembourser peut-être tout, en tout cas une bonne partie du crédit. À la fin du crédit, il y en a un qui a acheté un appartement à 100 000 euros. Il est propriétaire, mais c'est tout. Et l'autre, il a 2 appartements, il vit dans un, il ne paye plus de loyer, et l'autre lui rapporte des revenus. Donc voilà, ça dépend du profil, comme on dit, risque de chacun. Et puis l'autre, avec la même épargne, a pu bâtir un patrimoine. Donc moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Est-ce que c'est l'accumulation de biens matériels? Est-ce que c'est entreprendre? Comme je disais, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que le chemin du bonheur. Sur le continent, en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut lancer qui peuvent aboutir. Mais Philippe, il ne faut pas être pressé. Quand on a envie, comme tu l'as dit, de se lancer, de gagner de l'argent, il faut se dire que l'argent, on va le gagner à la fin. Pas au début. Pas au début. Au début, si vous gagnez beaucoup d'argent, il y a de fortes chances que ça ne soit pas pérenne. Pourquoi? Parce que mon expérience m'a montré que tout ce qui vient facilement part facilement. Et tout ce qui vient difficilement a tendance à rester. Donc, d'ailleurs, on le voit. De temps à autre, on parle d'un Golden Boy à New York, à Londres. Ils ont fait je ne sais pas combien de millions d'euros, tout ça. Et puis, tout d'un coup, ils disparaissent. On n'en parle plus d'eux. Donc, je pense que ce qui est vraiment pérenne, c'est ce qu'on a bâti brique par brique et sur le long terme. Donc, moi, je conseille aux jeunes de faire cette introspection,
de connaître leur profil par rapport au risque. Et ensuite, si jamais ils estiment qu'ils ont un profil pour prendre des risques et devenir entrepreneur, de se lancer, avec l'idée qu'ils se donnent un plan sur 20, 30, 40 ans. C'est long, hein? C'est long. C'est long. Mais crois-moi, Philippe, et je suis bien placé, lorsqu'on a fait le chemin, à la fin du chemin, on a à peu près réalisé ses rêves. C'est un bonheur extraordinaire. Quelqu'un a dit un jour qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Absolument. Je suis totalement d'accord. Alors, ça rejoint un peu une conversation que j'ai eue déjà avec Stanislas Zézé, que tu connais, qui disait que le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils veulent avoir... Il disait que c'est peut-être l'un des revers des réseaux sociaux. C'est qu'on va voir un Mossadegh Bali qui va peut-être dans un palace, un Stanislas Zézé qui a peut-être un Range Rover, et un jeune de 25 ans va se dire qu'il veut avoir tout ça sans comprendre que ce qu'il voit là, c'est le résultat de 30 ans, Absolument. 20 ans de travail. Absolument. Et les réseaux sociaux donnent le sentiment que c'est accessible, que tout le monde peut... Non, je suis d'accord avec Stanislas, hein, et je le dis souvent parce que je fais beaucoup de coaching et de mentoring, et je dis aux jeunes, il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est comme une maison. Quand on construit une maison, on ne commence pas avec le toit. On commence avec les fondations, ensuite on met les briques, ensuite voilà. Et donc ça prend du temps, et il ne faut pas, quand on commence, avoir pour objectif de dire je veux la range, je veux le palace, je veux le business class, je veux le costume à 5 000 €. Parce que ça, ce n'est pas des objectifs dans la vie. Consommer n'est pas un objectif dans la vie. Ce n'est pas un objectif de la vie. Un objectif de la vie, c'est de se réaliser personnellement, d'avoir une vie familiale équilibrée, d'avoir un impact économique et social en créant de la valeur, de la richesse, des emplois. C'est ça le but de la vie. Parce que consommer, une fois qu'on a acheté un costume à 5 000 €, on l'a porté 2-3 fois, c'est fini. Parfois même, on ne porte plus. La Range, ou bien la Mercedes, pour ne pas faire de la publicité, ou n'importe quel véhicule, une fois qu'on l'a acheté, c'est vrai, au bout d'1 ou 2 mois, on crâne un peu, mais après, ça devient de la routine. Et puis, 3 ans après, ça part. Alors, quand on bâtit une entreprise, c'est sur là, 30, 40, 50 ans, peut-être même. Le rêve de tout entrepreneur, c'est que l'entreprise qu'il a créée lui survive. Tout à fait. Continue. Donc, consommer n'est pas un objectif de la vie. Et c'est ça le problème des jeunes d'aujourd'hui. À leur décharge, Philippe, c'est que nous, on a grandi sans réseaux sociaux. On a grandi avec les valeurs ancestrales africaines. La simplicité, l'humilité, la solidarité, le partage, l'effort, le travail acharné, l'honnêteté et la probité. Mieux vaut vivre avec 1 franc gagné à la de 100 francs que de vivre avec 1000 francs volés ou en tout cas mal acquis. On a grandi avec ça et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc maintenant les jeunes sont, j'avoue que c'est pas évident, sont tellement bombardés de choses futiles et inutiles que ils se disent mais je veux gagner rapidement de l'argent pour acheter ci, acheter cela. Et après, ils sont eux-mêmes, ils sentent qu'ils ne sont pas équilibrés. Parfois même, n'ont pas de vie équilibrée parce que c'est un mirage tout ça. Parce que la société de consommation à l'occidental, malheureusement, est en train d'essaimer dans le monde entier, y compris sur le continent africain. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Donc, le conseil que je donne aux jeunes, c'est il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire de votre vie parce que vous n'avez qu'un CDD sur Terre. On vit un jour, on part un jour. Dans ce laps de temps, je veux faire quoi? Je vais acheter 10 bolides ou bien je veux construire une famille, construire une entreprise, créer des emplois. Parce que ça revient à la même chose. Dans le processus, par exemple, de construire une entreprise sur 20, 30, 40 ans, à un moment donné, vous pourriez vous acheter le bolide. À un moment donné, vous pourriez vous permettre d'aller dans un palace comme moi. Aujourd'hui, je peux aller dans un palace, même si je ne suis pas dans un palace, Philippe, et tu le sais.
je peux me permettre d'acheter autant de bolides que je veux parce que pendant 40 ans, j'ai travaillé et le fruit de mon travail peut me le permettre. Mais ce n'est pas une priorité pour moi. Mais si c'est la priorité pour quelqu'un d'autre... On dirait, mais tu vas te faire plaisir. Tu sais qu'il y a, Oui. il y a cet argument-là de, mais il faut se faire plaisir dans la vie. On n'a qu'une seule vie, il faut profiter. Alors, il y en a qui tirent leur plaisir à être dans un bolide. Oui. Il y en a qui n'ont aucune considération pour un bolide. C'est vrai. Et c'est mon cas. Moi, je considère qu'un véhicule, c'est pour m'amener d'un point A à un point B. Je considère qu'un véhicule ne fait pas ma personnalité. La catégorie d'hôtel où j'habite quand je suis en voyage ne fait pas ma personnalité. Voilà. Mais à ce moment-là, tu es très détaché du matériel. Totalement. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Comment tu te fais plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est par exemple quand tu m'as invité à Back to Africa, parler à 3000, 4000 jeunes, les voir dans les couloirs. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir lancé une chaîne hôtelière panafricaine alors que, notamment des Européens me disent que ce n'était pas possible pour les Africains. C'est une industrie trop complexe qui demande trop de capitaux et tout cela, ce n'était pas possible. Ça me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir tous ces jeunes qui travaillent dans nos hôtels. Ce qui me fait plaisir, c'est aider mon entourage. Aider. On a une fondation Azalai, par exemple, qui fait beaucoup de social, de RSE. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir effectivement la possibilité de prendre un billet d'avion, parce que j'ai travaillé pour cela pendant 40 ans, et d'aller voir mes enfants qui sont à gauche, à droite, et de passer du temps avec mes petits-enfants, comme je viens de le faire ce week-end en Europe. C'est ça qui me fait plaisir. Je peux aujourd'hui voyager pour avoir ce plaisir parce que je m'en suis donné les moyens en travaillant dur pendant 4 décennies. Mais c'est tout. Effectivement, je peux sortir de ton podcast aujourd'hui et aller acheter un bolide et l'envoyer à Bamako. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi parce que le véhicule que j'ai à Bamako me suffit parfaitement pour m'amener de chez moi à mon bureau. Tu as quoi comme véhicule? J'ai une Toyota Prado. Parce que... c'est quand même un gros véhicule. Dans notre contexte africain. Mais c'est parce que c'est, je dirais, en guillemets, la voiture de l'Afrique parce qu'on a de mauvaises routes. J'ai testé beaucoup d'autres marques. Et vraiment, celle qui m'a... Bon, je fais de la publicité gratuite pour Non, mais c'est celle-là, tout le monde la connaît. Mais j'ai considéré que de toutes les marques que j'ai eu à utiliser pendant tout mon parcours entrepreneurial, celle qui résiste le mieux, surtout aux mauvaises routes dans nos pays, c'est ce véhicule que j'ai aujourd'hui. Mais disons que... Tu as un seul véhicule? J'ai un seul véhicule, moi, et puis j'ai un véhicule pour les courses de mon domicile, notamment amener ma fille à l'école. D'accord. Voilà. Tu as fait comme Warren Buffett, une simple maison, ou tu as un palace comme maison? Non, j'ai pas de palace. J'ai une maison très simple. Vraiment petite, très simple. Tu es de l'école de Warren Buffett alors? Ah, totalement. Totalement. Et je conseille cette école aux jeunes Africains. Moi, je dis toujours aux jeunes. Pourquoi est-ce que... Ça, c'est un livre américain qui disait ça. Le titre, tu connais ça, c'est un truc du genre Why Only White People Enjoy. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la belle vie, la fête et autres, c'est réservé aux Blancs? Pourquoi est-ce que les Noirs ne devraient pas aussi... Ah non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Si tu dis que tu conseilles aux jeunes Africains d'avoir une vie sobre, parce que tu vis comme quelqu'un de très sage. Mais ça, c'est le Mossadegh Bali, 40 ans après. Tu étais comme ça il y a 40 ans aussi? Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais été un grand fêtard. C'est vrai, j'ai toujours été très studieux, très discipliné, gros travailleur à l'école, partout. J'ai toujours été comme ça. Non, moi, je dis pas de ne pas... Chacun sa personnalité, chacun sa façon de voir les choses. Je ne dis pas aux jeunes de profiter de leur jeunesse, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la jeunesse qu'on ne peut pas faire après. Je ne dis pas cela. Mais moi, je dis, parce que là, on est dans un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de finances. On n'est pas dans un podcast pour des étudiants, des scolaires qui vont en boîte de nuit. Je suis allé aussi en boîte de nuit quand j'étais à l'école, à l'université, tout cela, et qui rentrent à 3 heures du matin. On est dans un podcast parler de finances et d'entrepreneuriat. Et on me demande, puisque j'ai un parcours de 4 décennies, voilà, les choses à éviter. Moi, je dis, les choses à éviter, c'est d'avoir la grosse tête quand on se lance,
de grandir avant son entreprise au lieu de grandir avec son entreprise. Ça, c'est des choses à éviter. Et de ne pas prendre des choses inutiles, futiles et inutiles comme l'objectif de ce parcours entrepreneurial. Vous ne créez pas une entreprise parce que vous avez envie de rouler dans des bolides ou de descendre dans des palaces. Parce que il y a des gens qui ont 10 bolides dans leur garage et descendent dans les plus grands palaces dans le monde, mais qui n'ont pas d'entreprise. Et souvent, ils sont dans des choses illicites. Tout à fait. Voilà, vous pouvez gagner de l'argent et faire tout ça en vendant de la drogue, je sais pas moi, des armes, ou même en étant dans des circuits de corruption. Vous achetez quelque chose à 100 francs. Du blanchiment. Blanchiment. Vous achetez quelque chose à 100 francs, vous le vendez à votre État à 10 000 francs et vous partagez le différentiel avec des gens qui vous donnent des marchés. Il y a des gens qui font ça et on voit leur rythme de vie. Sauf que je n'ai vu aucune de ces personnes durer sur 20, 30, 40 ans. Tout d'un coup, on voit quelqu'un, surtout en Afrique, ça c'est très courant. Tout d'un coup, on voit quelqu'un. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de lui. On dit qu'il a toutes les belles voitures du monde. Il a 10 voitures dans son garage. Il est tous les week-ends en business class, aller à Dubaï ou je ne sais pas où. Et puis, au bout de quelques temps, on dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'il n'a pas bâti quelque chose de pérenne. Donc, je dis oui, travaillez, gagnez votre vie honnêtement et vivez la vie comme vous pensez la vivre, mais avec votre entreprise, en fonction de ce que vous avez bâti, en fonction de comment vos revenus viennent. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, vous allez être comme ces gens-là. Au bout d'un certain temps, vous disparaissez, votre entreprise disparaît. Warren Buffett, justement, a dit, dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. C'est ça qu'il a dit. Ça empêche d'être l'un des hommes les plus riches. Il n'est pas dans un palace de 20 pièces. Comme moi, non plus, je suis pas. Alors que je peux effectivement me construire un palace de 20 pièces. Après 40 ans de travail, j'ai les moyens de le faire. Mais j'estime simplement que même si je vis dans une maison de 20 pièces, je ne dormirai que dans une seule pièce. Dans un seul lit. Dans un seul lit. Même si j'ai 50 costumes à 10 000 € pièce, je ne porterai qu'un costume ou un boubou. À la voilà. fois. D'ailleurs, Père son âme au fait Boigny il a dit, mais vous pouvez avoir 1000 paires de chaussures, vous ne portez qu'une paire à la fois. Vous ne pouvez pas porter les 1000 paires. Donc, c'est le message que je donne. Je ne dis pas de ne pas profiter de la vie. Je dis simplement que si effectivement ce qui vous motive, c'est avoir les moyens financiers de vivre cette vie, avoir des belles voitures et tout ça, il n'y a rien d'illicite dedans, il n'y a rien de condamnable. Simplement, faites-le en fonction de ce que votre travail vous procure comme moyen pour le faire. Mais si vous le faites au détriment, par exemple, de l'entreprise que vous venez de lancer et qui commence à prospérer et vous pensez que vous y êtes arrivé et vous commencez à avoir un rythme de vie qui vous coûte plus cher et qui est plus élevé que les revenus que l'entreprise vous apporte, ben vous allez très rapidement faire faillite et disparaître du parcours entrepreneurial. C'est ça que je dis aux jeunes. Grandissez avec... Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou même si vous êtes un salarié, si vous gagnez 10 000 € et que vous pensez que la vie elle est faite pour faire des fêtes tout le temps, avoir des belles voitures à crédit et tout ça, et que, in fine, chaque mois, vous dépensez 15 000 €, ben, vous n'allez pas vous en sortir. Comment on fait pour être sage en étant jeune? Parce que les gens qui vont nous suivre en majorité, s'ils sont jeunes, on l'a bien compris, cet état d'esprit, tu l'as depuis ta jeunesse. Mais comment on fait quand on est jeune? Parce que beaucoup de gens vont se dire, oui, mais lui, il est sage, mais après, lui, ça fait longtemps. Non, tu l'as dit que depuis jeune, tu as cette moyen de faire. Un jeune aujourd'hui qui vit dans un monde rempli de tentations, de besoins de consommation, comment il fait pour avoir de la sagesse? Écoutez le podcast de Philippe Simon avec ses invités, lire Warren Buffett et tous les autres et voir simplement autour de soi, c'est-à-dire observer. Les gens qui ont des résultats. Les gens qui ont des résultats. Vous verrez les entreprises pérennes, les hommes et les femmes d'affaires qui sont là depuis des décennies, ils n'ont qu'à regarder leur style de vie. Oui.
Ils n'ont qu'à regarder le style de vie. Vous prenez un Dangote, c'est quelqu'un de très simple. Pourtant, c'est l'homme le plus riche du continent africain. Oh, il a son jet privé. Il a son jet privé parce que c'est nécessaire à son niveau. Moi, je ne l'ai pas parce que ce n'est pas nécessaire pour moi. Oui. Mais lui, étant dans je ne sais pas combien de pays avec des usines un peu partout, tout à fait. Il en a besoin. C'est un outil de travail pour lui. Je suis persuadé que ce n'est pas quelque chose qu'il a acheté juste pour se montrer. Donc, regardez autour de vous. Et surtout, alors, encore une fois, Philippe, je reconnais que c'était plus facile pour moi d'être simple, humble, en grandissant. Et puis, j'ai grandi à côté d'un grand homme, mon père. C'était l'un des plus grands commerçants du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Mais parfois, je me demandais même s'il avait l'argent, tellement on a vécu simplement, humblement. On a manqué de rien. On a eu celui qui a payé mes études en France et aux États-Unis. Ce n'est pas le Mali qui m'a donné une bourse. Mais on a vu cet exemple-là. Et jusqu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il a eu à créer est resté. D'accord? Donc, je pense que le message que je donne aux jeunes, il faut que vous sachiez, disons, la bougie de votre vie. La bougie, c'est votre vision, là où vous voulez aller, vous connaître. Alors, je ne dis pas que ce que je dis aujourd'hui, c'est facile à 20, 30, 40 ans. Parce que je pense aussi que la sagesse vient avec l'expérience. Moi aussi, j'ai commis des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des choses. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et je pense que c'est plus facile d'être sage à mon âge. C'est sûr. Quels sont, d'après toi, les 2-3 meilleurs conseils que tu as appris en termes de gestion de finances et qui t'ont vraiment beaucoup aidé pendant ta vie? Ne s'endetter que lorsqu'on veut grandir. Ça, je l'ai appris dans ma carrière. C'est pour ça que je dis aux jeunes, si vous voulez lancer votre entreprise, commencez, même si c'est des faibles moyens, commencez avec des très faibles moyens. Regardez comment ça marche et ensuite, vous pouvez vous endetter. L'endettement ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire, il ne faut pas aller... Parce qu'on revient à ces sociétés de consommation. Tous les jours, ceux qui vivent en Occident trouvent dans leur boîte à lettres, offre de cartes de crédit et tout cela. Il faut résister à cela. Prenez un crédit que si vous en avez réellement besoin. Voilà. Donc, d'abord, commencez avec vos propres moyens. Et quand vous voulez grandir, là, par contre, et on revient au panel, vous ne pouvez pas faire sans l'endettement. Parce que l'endettement permet de multiplier l'effet levier de vos propres ressources. Donc ça, c'est le premier enseignement que j'ai tiré en matière de gestion de finances. Le deuxième, c'est que il est plus facile, effectivement, de bâtir un patrimoine en ayant cet effet de levier. Donc, j'apporte de l'equity, je crée une entreprise et quand ça commence à grandir, je m'endette. Et plus je m'endette, plus je crée de la valeur et plus j'ai des moyens de rembourser aussi cette dette. J'ai donné l'exemple de celui qui achète un appartement et de celui qui s'endette pour acheter 2 appartements. Et troisième leçon, c'est celle de Warren Buffett. Ne dépensez jamais, au grand jamais, tout ce que vous gagnez. Jamais. C'est comme ça aussi qu'on bâtit de l'equity au départ pour ensuite investir l'equity dans l'entreprise qu'on veut lancer. Donc, ne dépensez jamais, au grand jamais, tout l'argent que vous gagnez, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur. J'avais dit justement que pendant presque une quinzaine d'années, nous, on a réinvesti la quasi-totalité de nos dividendes. Après, bien sûr, avoir épongé les dettes que j'avais laissées du côté du négoce, on a réinvesti. J'aurais pu effectivement mener grand train avec des palaces, des bolides et tout ça, parce que au début, il n'y avait pas beaucoup de compétition sur le marché hôtelier au Mali et on a gagné beaucoup d'argent. Et c'est là cet argent gagné qu'on a mis de côté, en DAT d'ailleurs, et qui nous a permis, lorsqu'on a acheté le terrain où on a construit l'hôtel Salam, de mettre sur la table quasiment 50% du coût du projet. Et on s'est endetté qu'à hauteur de 50% parce qu'on avait une trésorerie.
Donc, endettez-vous quand vous avez besoin de grandir. Ne prenez pas du crédit juste... Parce qu'il est disponible. Voilà. Les banques font ça. Hein. Ouais. On vous propose, il y a de Oui, l'argent. il y a ça, exactement. Il y a l'argent, venez. Après, deuxièmement, ne dépensez jamais la totalité de ce que vous gagnez. Et troisièmement, en tout cas pour un entrepreneur qui veut grandir, l'effet levier de l'equity est quand même quelque chose d'assez important. À quel moment tu sais que c'est le moment de grandir? Parce que par exemple, tout à l'heure, tu as dit au début que vous êtes resté 7-8 ans au Mali. Mm-hmm. Et ensuite, vous êtes parti sur une opportunité. Mais avant ça, il y avait des opportunités et tu disais non, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui, à un moment donné, te fait te dire on est prêt pour la prochaine étape? Mais pareil, même maintenant, qu'est-ce qui fait que tu te dis bon, on est à 10, on peut aller vers 15? Parce qu'à un stade où peut-être que tu peux même lancer 2-3 projets en même temps. C'est quoi les indicateurs? Disons, je fais un projet d'un hôtel qui va me coûter 20 milliards de francs CFA. D'accord? 30 millions d'euros. Je dois apporter 40% d'equity, donc je dois apporter 8 milliards de francs CFA et je vais m'endetter à hauteur de 12 milliards de francs CFA auprès d'une banque ou de plusieurs banques. L'indicateur, c'est si demain, pour une raison ou une autre, cet hôtel-là disparaît, que nous perdons les 8 milliards, est-ce que ça va faire disparaître le groupe Azalaï? Si la réponse est oui, on ne va pas le faire. Si la réponse est non, tu sécurises d'abord, c'est ça? Oui, on va le faire. Et c'est la preuve, la preuve. On a perdu beaucoup d'argent dans le saccage de l'hôtel Indépendance à Ouaga, mais ça ne nous a pas mis en péril. En réalité, la seule fois où le groupe Azalaï a frôlé la disparition, c'est quand il y a eu la pandémie. La pandémie, voilà. Qui, pour le coup, n'était pas prévisible. Ouais. Donc, mais même les milliards qu'on a perdus à Ouaga lors du saccage de l'hôtel n'ont pas mis en péril. Donc, posez-vous toujours la question. C'est pour ça qu'on a dit, pendant 10 ans, on se consolide, on fait des bénéfices, on les garde. Donc, financièrement, on était assez solide quand on est parti. Mais ça ne ralentit pas, du coup, ça ralentit la croissance. Oui, finalement. mais je préfère cela. Oui, je préfère cela. Il ne faut pas faire de la croissance pour la croissance. OK. Il faut faire une croissance qui est pérenne, une croissance qui ne met pas en péril. Parce que il y a qu'à lire, il y a beaucoup de documentation économique là-dessus. Des entreprises qui ont connu une croissance très forte et très rapide et qui après ont disparu parce que cette croissance n'était pas maîtrisée. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des projets, peut-être que s'ils devaient les refaire aujourd'hui, je ne les aurais pas faits. Mais il n'y a pas... Est-ce que tu avais pris trop de risques, c'est ça? Oui, je pensais que les pays étaient prêts, mais finalement, les pays n'étaient pas totalement prêts. Je pensais qu'il allait y avoir un grand développement du pays économiquement, avec une très forte demande de services hôteliers. Finalement, nos prévisions ont été faussées, on n'y est pas arrivé. Donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, si aujourd'hui, je devais prendre les mêmes décisions, peut-être qu'il y a un ou deux pays où on aurait différé nos investissements. Donc, faites toujours un investissement en vous disant, si je perds ma mise, ça ne me fait pas disparaître. Si je perds... Mais ça veut dire quoi? Parce que quand tu vas prendre un financement en tant qu'Azalaï, la banque te demande un collatéral. Tu mets quoi en garantie? Oui, le collatéral, en général, c'est l'hôtel. Lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Si on fait un hôtel de 20 milliards et que... Si ça pète, tout pète là. Il y a pas de répercussion. Moi, je perds 8 milliards perds... et la banque ne perd pas. La banque va prendre l'hôtel. Ouais. Comme l'hôtel vaut quand même 20 milliards et que la banque a prêté 12 milliards, la banque, quand même, est toujours... T'inquiète pas pour les banquiers. Ils sont toujours hyper bordés, hyper garantis. Donc, il peut même dire, bon, j'ai un hôtel qui vaut 20 milliards, mais je le vends 12 milliards, je récupère mes 12 milliards. Tout à fait. Voilà. Donc, toi, l'idée, c'est ça, en fait. Je sais que, je ne risque pas les acquis. Je ne risque pas les acquis. C'est-à-dire, je fais un investissement dans un pays. Si ça marche, tant mieux. Ça consolide les acquis. Mais il ne faut pas que si ça ne marche pas, ça détruise ce que j'ai déjà et qui marche. C'est comme ça qu'on analyse nos projets. Bon, sans compter tout le reste, il y a quand même, il faut faire une bonne évaluation de la progression économique du pays, des risques politiques. Même si moi, je considère que les risques politiques sont désagréables. Je disais l'autre jour que j'ai connu 7 coups d'État dans les pays où nous sommes présents.
Ils sont difficiles à gérer, mais ils n'empêchent pas un développement économique. Nous, en 30 ans, malgré tout ça, les coups d'État, les rébellions, les guerres civiles, la pandémie, l'inflation importée, la guerre russo-ukrainienne et tout cela, on est passé d'un hôtel de 77 chambres à 1400 chambres aujourd'hui. Mais la seule fois où on s'est arrêté net, c'est mars 2020, où il y a eu la pandémie. Mais quand même, il faut évoluer ces risques politiques dans le pays où on veut investir. Alors toi, tu es en pleine dans la zone de l'AES, puisque tu es au Mali, tu es au Burkina, au Niger aussi. Au Niger, Au oui. Niger. Est-ce que la crise se ressent dans ton activité hôtelière? Puisque normalement, de ce qu'on nous dit dans les médias, il n'y a plus personne qui va là-bas, il n'y a plus de compagnie, enfin, il n'y a plus Air France. Toi qui, pour le coup, es dans l'hôtellerie, donc tu vois les gens arriver et les gens repartir. Comment ça justement, c'est ça que j'ai dit l'autre jour. Le narratif africain n'est pas fait par les Africains. Et c'est pour ça aussi que je te félicite, toi et toute ton équipe. C'est au travers de ce genre de podcast, en invitant ceux qui vivent sur le continent, travaillent sur le continent, on fait le chemin d'investir, qui peuvent venir narrer l'Afrique autrement que ce qu'on voit dans les grandes chaînes internationales. Quand on dit plus personne ne va, c'est pas vrai. Oui, Air France ne va plus ni au Mali, ni au Burkina Faso. Et en tant que président du patronat, je souhaiterais d'ailleurs que Air France trouve un accord avec le gouvernement du Mali pour, disons, sécuriser le retour. Pas tant pour le confort des voyageurs ou de Mossadegh Bali qui veut faire un Bamako-Paris en direct, que pour les emplois créés. Parce qu'Air France, quand même, a des employés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, paye des impôts et des taxes. Et puis, le fait de voyager va amener des droits de trafic versés à ces États-là, à l'ESECNA et tout cela. Donc, moi, je souhaite effectivement que des discussions soient ouvertes entre Air France et ces trois pays-là pour reprendre les vols sur ces trois pays. Mais en dehors d'Air France, la preuve, moi je rentre demain à Bamako, il y a un avion qui va m'amener à Bamako. Donc, dire qu'il n'y a plus personne, ce n'est pas vrai. Même si effectivement la situation sécuritaire dans ces trois pays, qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais qui a commencé en tout cas au Mali, ça a commencé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, fait que peut-être certaines personnes ne veulent plus venir, mais on a encore, nos hôtels sont ouverts au Mali. Nous allons ouvrir Azalai Hotel Ouagadougou au mois prochain après 20 milliards d'investissements. Il y a toujours des hommes et des femmes qui ont des affaires, des dossiers qu'ils doivent traiter. Et ils viendront toujours, ils auront besoin de tentes pour dormir. Par contre, leur demande change. Aujourd'hui, effectivement, avant c'était la localisation, Internet, la propriété, l'hygiène et le confort. Aujourd'hui, c'est la sécurité de l'établissement, la localisation, Internet et puis les autres services. Donc ça change et nous, en tant que professionnels, on s'est adapté à ça. On a renforcé la sécurité dans nos hôtels. Mais il y a beaucoup de voyageurs d'affaires, de diplomates, d'ONG qui viennent encore dans nos pays. Il y en a de moins en moins, effectivement, de la France en raison des tensions politiques entre nos gouvernements, encore une fois, pas entre nos pays, mais entre nos gouvernements. Et j'espère que des solutions seront trouvées assez rapidement, en tout cas, pour que les hommes d'affaires aussi, européens, dans l'Europe de occidentale, puissent reprendre leur voyage sur nos pays. J'ai eu ici en podcast un de tes prédécesseurs, Mamadou Sinsi Koulibaly, oui, qui était extrêmement pessimiste par rapport à la situation actuelle du Mali, qui disait d'ailleurs qu'il avait perdu plus de 80% de ses investissements suite à la crise. Toi qui es président du patronat, et ça c'est la casquette du président du patronat, est-ce que ce genre de témoignages, il y en a beaucoup? Des gens qui, à cause de la transition actuelle au Mali, ont vraiment perdu tout ce qu'ils avaient?
Alors, Tu recenses beaucoup d'entrepreneurs comme ça? je ne vais pas commenter les commentaires de mon prédécesseur, qui par ailleurs que je connais très bien, et d'ailleurs je profite du micro pour le saluer. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, au niveau du patronat, on discute beaucoup avec l'État du Mali. Et d'ailleurs, quand on s'est installé en 2022, octobre 2022, ça fait exactement 2 ans maintenant, on a immédiatement mis en place 5 groupes de travail où on a réfléchi sur les facteurs bloquants, notamment les 5 facteurs de compétitivité de toute économie. L'énergie, pour industrialiser, il faut l'énergie. Il faut des ressources humaines avec la formation adéquate, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent, mais qui ont la mauvaise formation, malheureusement. La fiscalité, qui est vraiment une fiscalité confiscatoire. Oui. Il y a 5% des entreprises qui payent 95% des impôts. Les infrastructures, on n'en a pas assez, malheureusement, des ports, des aéroports, des autoroutes et tout cela, surtout pour un pays enclavé comme le Mali. Et puis le financement, on en a parlé tout à l'heure, où on manque beaucoup de financement. Donc on a travaillé pendant 1 an et on a déposé nos conclusions sur la table du gouvernement. On l'a remis au chef de l'État qui nous a reçus en audience. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase de plaidoyer pour faire avancer cet agenda-là pour que ces facteurs de compétitivité soient améliorés. Il est vrai que le Mali est un pays en crise depuis plus d'1 décennie. Ça a commencé, même il y a beaucoup plus longtemps que ça, lorsqu'on a commencé à enlever des touristes européens et à les amener au Mali et à les échanger contre des rançons. Ça a tué le tourisme culturel, notamment à Tombouctou, Djenné, pays d'Ogon. Ensuite, on a eu bien sûr l'occupation du Nord en 2012 et puis les différentes rébellions. Et ensuite, on a maintenant les groupes armés terroristes qui pullulent un peu partout. Donc tout ceci, effectivement, n'aide pas une économie. On est dans une économie de guerre. On est aussi institutionnellement, on est en transition. Donc quand on est en transition, les potentiels investisseurs parfois se disent « Ok, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer ». Tout ceci fait qu'effectivement, l'économie, malgré la résilience que les entrepreneurs maliens ont montré, l'économie, bien sûr, ne peut pas être florissante comme dans un pays qui n'est pas en guerre, qui a une stabilité institutionnelle. Ça ne peut pas être la même chose. Donc, effectivement, on a constaté que des hommes d'affaires réduisent la voilure au Mali et investissent dans des pays voisins tels que le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ça, au niveau du patronat, on l'a constaté. Et le gouvernement du Mali aussi l'a constaté. On a tiré la sonnette d'alarme. Maintenant, je ne connais pas la fortune individuelle de chaque entrepreneur pour savoir qui a perdu 80%, qui a fermé, qui n'a pas fermé. Et on n'a pas non plus fait une enquête, je dirais, scientifique pour aller interviewer tous les chefs d'entreprise maliens pour savoir ceux qui ont fermé, ceux qui ont réduit la voilure, ceux qui sont partis dans les pays voisins. C'est un travail de collecte d'informations d'ailleurs que nous sommes en train de faire pour voir la réalité des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que l'économie a montré beaucoup de résilience pendant ces presque 2 décennies de crise sécuritaire, institutionnelle et tout cela. Les entrepreneurs maliens ont montré beaucoup de résilience. Il n'y a jamais eu de rupture sur les marchés de produits essentiels. Et puis le Mali, en tout cas à date 2024, collecte environ 2000 milliards de francs CFA d'impôts. Un peu plus les impôts, un peu moins la douane. Et donc ces 2000 milliards, c'est des impôts et des taxes payés par des entreprises. Donc les entrepreneurs ont continué à jouer leur rôle, mais il est vrai que ça devient de plus en plus difficile en raison de toutes ces incertitudes, en raison de ces 5 facteurs de compétitivité qui ne sont pas au beau fixe au Mali. Et c'est pour ça que nous avons dit au gouvernement du Mali, dans nos différentes rencontres, que nous devrions penser à très rapidement un plan de relance économique pour non seulement assurer les Maliens qui sont encore là et qui ont investi dans leur pays, assurer les Maliens qui ont décidé de réduire la voilure
et d'investir ailleurs, de les rassurer pour qu'ils reviennent et reprennent leurs investissements, mais aussi d'attirer des investisseurs non maliens. Et on est dans ce plaidoyer, dans cette discussion avec l'État. Mais il est évident qu'économiquement, on ne peut pas dire que l'économie du Mali aujourd'hui est florissante en raison de ces facteurs que je viens de décrire. Est-ce qu'on est, en tant qu'opérateur économique, confronté au terrorisme aujourd'hui au Mali? Je parle des attaques djihadistes, ce genre de choses. Ou alors, peut-être que dans un passé récent, c'était encore le cas, mais aujourd'hui, il y a une réelle amélioration. C'est quoi la réelle situation sécuritaire sur le Mali quand on sait que ceux qui communiquent le plus là-dedans, ce sont les médias internationaux? Parfois, on a aussi quelques communications de l'intérieur, mais est-ce que ce n'est pas de la propagande? C'est quoi le statut quand on est un entrepreneur aujourd'hui au Mali? Non, la situation sécuritaire, elle est gérée par les autorités actuelles qui sont eux aussi issus de l'appareil sécuritaire. Donc, forcément, il y a des améliorations parce qu'ils viennent de l'appareil sécuritaire, ils connaissent l'appareil sécuritaire, ils connaissent les forces et les faiblesses de cet appareil sécuritaire. Et depuis 4 ans qu'ils sont là, ils ont quand même beaucoup investi. À peu près le quart du budget malien est consacré à l'appareil sécuritaire. Donc, recruter, former, équiper. Et cela, d'ailleurs, a permis effectivement de reprendre, par exemple, une ville comme Kidal. Mais tu sais, Philippe, la force armée n'est qu'un moyen pour arriver à la table de négociation et mettre fin à une guerre. On peut gagner une bataille, on peut même gagner une guerre avec les armes, mais on ne peut jamais gagner la paix avec les armes, jamais. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, que les Maliens arrêtent de s'affronter entre eux, que ce soit côté gouvernement, côté groupe armé terroriste, côté mouvement de rébellion et tout cela. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ont demandé tous les forums organisés. Le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale, les ANR et tout cela. Tous ces forums organisés depuis une décennie maintenant ont recommandé aux autorités en place de dialoguer pour mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement des fenêtres d'opportunité puisque nous avons quand même un appareil sécuritaire qui n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 4 ans. Et ça permet de venir à la table de négociation en position de force, en disant, bon, nous sommes tous des Maliens. Moi, je dis les Maliens, pas les autres. Les autres, il faut les chasser de notre territoire. Nous sommes tous des Maliens. À un moment donné, nous nous sommes affrontés. Ça a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup de Maliens sont morts. On a, selon les estimations, entre 300 et 400 000 déplacés internes. On a des centaines de milliers de Maliens en Mauritanie, dans les pays environnants. On s'assoit et on négocie cette fois-ci la paix. Mais vraiment une paix durable pour qu'on arrête cela. Et aussi pour que notre économie, nous les entrepreneurs, pour que notre économie reparte. Parce que tant qu'on dira le Mali est en guerre, le Mali est en instabilité institutionnelle, même pour les Maliens, ce sera de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué d'investir dans son propre pays. Les Maliens, les chefs d'entreprise qui ont réduit la voilure au Mali et qui investissent ailleurs, ce sera de plus en plus compliqué de les convaincre de revenir investir. Ceux qui ont décidé de rester, qui malgré tout investissent, ils vont peut-être aussi à un moment donné se décourager et arrêter d'investir. Et ne parlons pas des autres, sauf dans quelques grands secteurs tels que les mines, parce que comme tu le sais, les mines sont décorrélées de l'économie. Ce sont des gens qui viennent, ils prennent un permis, ils enlèvent l'or, ils enlèvent le lithium, ils envoient et puis ils n'ont rien à voir avec même la situation politique du pays. Le pays même peut s'effondrer, la mine va continuer à extraire et à exporter. Donc, aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est améliorée, mais aucune armée régulière au monde ne peut faire face à une guerre asymétrique. Oui. La preuve, les États-Unis, ils ont quand même fui de l'Afghanistan en plein jour.
Avant eux, c'est la France au Vietnam qui est partie. La Russie aussi a quitté l'Afghanistan. Enfin, je peux donner beaucoup d'exemples d'armées régulières très, très puissantes qui ont dû abdiquer devant des mouvements armés déterminés. Donc, et surtout, sur un territoire aussi vaste. Le Mali, quand même, c'est 1 241 000 km², 2 fois et demi la France. Ouais. Imaginez un seul instant, il nous faut combien pour sécuriser ce territoire pour un pays dont l'État a un budget de 5 milliards d'euros. À la rigueur, on pourrait même 5 milliards d'euros rien que pour l'appareil sécuritaire. Ça ne suffirait pas pour sécuriser un vaste pays comme le Mali, 1 241 000 km², avec 7 frontières. On est frontalier avec 7 pays. Donc, il faut surveiller tout cela. Donc, oui, ça s'est amélioré, mais il faut profiter maintenant de cette fenêtre d'opportunité pour que les Maliens se retrouvent entre eux. Les Maliens définissent quel est leur avenir commun pour ce bien commun qui est le leur. Parce que le Mali, j'ai coutume de dire que le Mali a 22 millions de propriétaires. Nous sommes tous propriétaires de notre pays. C'est le pays que nous aimons, c'est là où nos ancêtres sont, c'est là où nos parents sont, c'est là où on a envie de réussir. J'ai coutume de dire que c'est mieux de dépenser 1 000 francs chez soi que de dépenser 1 million à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, vous n'avez pas de reconnaissance, personne ne vous connaît. Même si vous avez 1 million dans votre poche, alors que les 1 000 francs que vous partagez à gauche, à droite avec vos parents, c'est 1 000 francs de l'impact. Donc, ce bien que nous avons en commun, il faudrait que tous les enfants du pays se mettent autour d'une table, société civile, nous les entrepreneurs, société économique, société politique, le gouvernement, l'armée, tout le monde se met autour d'une table pour déterminer le devenir de ce bien commun qui a 22 millions de propriétaires et sortir maintenant de presque 2 décennies de guerre, de rébellion, de massacres, de Maliens qui sont partout parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et ça, c'est autour d'une table. Mais qu'est-ce qui empêche que ça se fasse? Toi qui es proche des autorités aujourd'hui, est-ce qu'elles sont dans cette dynamique? Qu'est-ce qui empêche? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas ce genre de conversation avec les autorités. Quand je les rencontre, je parle exclusivement des questions économiques. Mais quand l'occasion m'est donnée et qu'on m'interroge là-dessus, c'est le même message que je passe. Pour que nous, les entrepreneurs, nous puissions faire prospérer nos entreprises et créer les emplois dont on a besoin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un pays ne se développe qu'avec l'économie. Oui. Et l'économie, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui prennent des risques, qui créent des entreprises, qui créent de la valeur et partagent de la valeur avec tout le monde, y compris les salariés, et payent des impôts et des taxes. Je vous ai dit, 2 000 milliards d'impôts collectés, c'est les entreprises qui payent ces impôts-là. C'est pas... voilà. Mais la grande part est payée par des multinationales ou des entreprises? Les multinationales, oui. Le Mali est quand même devenu un grand pays producteur d'or, donc c'est vrai que les mines payent beaucoup, mais aussi tous les entrepreneurs. Mais il n'y a pas beaucoup. En fait, 2 000 milliards, Philippe. Moi, je suis persuadé qu'on peut doubler, tripler cela. Le jour où il y aura une fiscalité bien répartie, on a une économie très informelle. Au moins 80-90% de l'économie malienne est informelle. Le jour où on va pouvoir amener tout le monde à payer un peu d'impôts en fonction de ses revenus, en fonction de ce qu'il réalise comme chiffre d'affaires, ben on peut, c'est pas 2 000 milliards qu'on va collecter, on peut collecter 2, 3, 4 fois plus. Et là, l'État du Mali aura un espace budgétaire pour continuer à consolider l'appareil sécuritaire et investir dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, tels que la santé, la justice, les infrastructures. Mais vraiment avec 3 000 milliards de francs CFA de budget d'État, 5 milliards d'euros, on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que les gouvernants ont intérêt à développer l'économie. Plus l'économie se développe, plus l'État a un espace budgétaire parce que l'État va taxer. Le gâteau est beaucoup plus grand, donc l'État prend sa part et aura un espace budgétaire. Donc, c'est le plaidoyer qu'au patronat on fait tous les jours pour que
on facilite l'investissement, surtout productif, pour que justement l'État améliore son espace budgétaire. Merci beaucoup, Moussadeg Bali, d'avoir pris le temps de venir moi. nous voir ici dans nos studios à Paris pour parler de ton parcours, de ta philosophie de vie en tant qu'entrepreneur, des conseils et de ton rapport à l'argent. Merci, merci beaucoup. Les amis, on arrive au terme de notre podcast avec Moussadeg Bali, qui fut hyper, hyper enrichissant. Je pense que vous avez pris autant que moi de plaisir à l'écouter et à apprendre. Dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette émission, avec quoi vous êtes d'accord, moins d'accord, comme d'habitude. Et bien évidemment, partagez massivement ce beau moment d'échange. D'ici là, beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends et à très bientôt. À très bientôt. Merci Philippe. Ciao.